Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage pour le cinéma du réalisateur taïwanais Tsai Ming-liang, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais sur une œuvre un peu plus tardive, à savoir Goodbye Dragon Inn, film exceptionnel sur pas mal de points, que j'ai revu d'ailleurs depuis. Et j'ai décidé de revenir donc ici à l'origine de sa filmographie, bien qu'il ait travaillé pour la télé avant, et notamment avec celui qui deviendra son acteur fétiche dans le rôle principal de Xiao Kang, un certain Li Kangcheng, pardon, désolé de l'erreur de prononciation. À ses côtés, nous retrouvons l'autre acteur principal qui joue Hatse Chen Chao-jong et l'actrice principale Wang Yu-wen, mais aussi Miao Tian qui joue le père de celui qui sera fétiche dans la filmographie du metteur en scène. Et ce Miao Tian, on le voit dans son propre rôle dans Goodbye Dragon Inn, qui rappelle le film Dragon Inn qui était visionné à l'écran. Je vous renvoie à ma vidéo sur ce long métrage assez méta et intéressant sur le cinéma en tant que tel. Voilà, et donc ici nous avons, on va dire, une œuvre d'errance et de jeunesse dans ce Taipei qui serait peut-être le fameux Dieu Néon. Oui, parce que le film dont il va être question aujourd'hui s'intitule Les rebelles du Dieu Néon. 1992, ouais, plus de 30 ans déjà. Et on va y suivre donc en parallèle, vraiment, parce qu'il y a un montage alternatif entre les deux, la trajectoire de deux jeunes gens. D'un côté, un universitaire, un jeune étudiant, donc qui s'appelle Xiao Kang, qui n'a pas l'air très heureux de sa vie. Alors il travaille beaucoup, mais on le sent un peu stressé et perturbé par un cafard, quand on le voit la première fois dans sa chambre. C'est intéressant ça. Et de l'autre, nous avons un petit délinquant, Hatse, qui fait les casse-en-coups avec son pote Ping. On le voit d'ailleurs dérober de l'argent avec lui d'une cabine téléphonique. Mais plus tard, ça va aller jusqu'à voler des cartes mères d'une salle d'arcade de jeux vidéo. Et un beau jour, les deux vont se croiser sans se croiser, en fait. C'est un peu compliqué, puisque on présente l'un avec son pote et l'autre avec ses études, et ses parents, son père et sa mère. On reviendra sur la mère après. Et à un moment, comme le fils étudiant se fait voler son scooter, se fait enlever son scooter mal garé et tout, son père vient le récupérer, et est chauffeur de taxi. Et il s'avère que le délinquant avec sa copine, sur sa moto, il va casser le rétroviseur du taxi du père. Bon, c'est le premier croisement, qui n'en est pas vraiment un. Et derrière, quelque chose va se passer dans la tête de Xiao Kang, pardon. Il va suivre, un peu stalker, il va tenter de voir et peut-être aussi de comprendre comment peut vivre ce jeune délinquant à sa façon, en mode rebelle, et peut-être y entreprendre lui-même sa propre échappatoire. Donc deux films d'errance, l'une un peu délinquante où ils savent pas quoi faire mais ils font des bêtises, et 400 coups si vous voulez, grosso modo, ça picole, ça vole, ça regarde du porno, sa copine et tout, et de l'autre l'étudiant très centré dans sa famille un peu écrasante là, qui va tenter aussi de s'en sortir et littéralement de s'évader, un petit peu en prenant en main son destin, parce que la mère de l'étudiant, Xiao Kang, qui est très croyante, s'est donc mise en tête que son fils serait la réincarnation d'un dieu enfant que vous connaissez peut-être. C'est Neja, je crois. Alors, prononciation taïwanaise différente. Nyocha. Il y a eu des films d'animation, Neja 1 et Neja 2, que j'ai pas vu. Et voilà, apparemment, lui, ce serait la réincarnation, là, et dans l'histoire mythologique, il est un petit peu en confrontation avec son père. Là, c'est un peu le cas. Il va limite entendre donc cette conversation entre sa mère et son père, et se persuader indirectement qu'il est vraiment la réincarnation de Nyocha, ou on ne sait pas. Une sorte de crise spirituelle, là. Mais c'est peut-être sa propre excuse pour pouvoir aller voir ailleurs, et sortir de son destin jusque-là, très terre à terre. Et ça va se jouer là-dessus, avec la récurrence donc de la divinité Nyocha, Necha, comme vous voulez, et le propriétaire de la salle d'arcade que les deux autres vont dérober, là, qui s'appelle Necha aussi. Des hasards et circonstances, coïncidences ou non, des croisements pour un film d'errance. Et comme ça, ils vont chacun avoir leur petite trajectoire parallèle de suite ou de croisement sans vraiment rentrer en contact, si ce n'est sur une petite scène qui est vraiment aléatoire et qui n'est pas approfondie plus que cela.
je spoile pas, il n'y a rien à spoiler dans un film comme ça. C'est parce que c'est un film assez remarquable sur voilà, l'idée que nous avons deux personnages principaux qui sont bloqués dans leur monde ou dans un monde qui les dépasse, dans cette ville-là de Taipei, donc, qui est ultra moderne et qui est vivante dans plein de circonstances diverses et variées. Mais on en a deux, là, ici, de jeunes, et comme peut-être beaucoup de jeunes à l'époque, peut-être que c'était ça aussi le message du cinéaste, qui n'arrivent pas vraiment à s'en sortir, on va avoir de vraies perspectives. Donc, soit tu ne sais pas quoi faire, tu fais des études, mais un peu contraint et forcé, soit tu tombes dans la délinquance. Et à cette idée-là, c'est très, quasi métaphysique, c'est très transcendant aussi, au-delà même de ce qui peut se passer physiquement et de façon, sur les péripéties, on va dire, dans le film. Il y a quelque chose comme ça où il faut rentrer dans l'atmosphère, et il y a des petits détails, des petits symboles, donc des liens avec la mythologie chinoise, mais aussi des aspects comme ça qui pop à droite et à gauche, notamment ce cafard au début, donc, qui introduit un petit peu l'idée globale de la situation. Vous avez ce cafard qui vient perturber le jeune étudiant, il le plante avec un compas et il le jette dehors. Bon, une sorte de violence interne qu'il expulse ici, à travers cet insecte-là. On va penser à Kafka, la métamorphose, mais il n'y a pas de métamorphose ici. Il est déjà métamorphosé, en fait, ce jeune étudiant, en autre chose. Et, scène plus tard, on va découvrir donc le délinquant principal, chez lui, inondation, hein, renflouement des égouts, tout ce que vous voulez, et on voit un cafard mort, inerte dans l'eau. Comme s'il y avait ce lien-là, comme si peut-être, dans le message, alors c'est violent, hein, nous avons ici deux jeunes considérés comme les cafards de la société, dans le sens, attention, hein, rejetés par la société, pas acceptés par violence, ou qui peuvent se retrouver inertes, en inertie totale, dans ce monde-là. Alors c'est intéressant parce que, là, il y a un croisement, au-delà du montage alternatif parallèle, il y a un croisement avec la violence que subit le cafard du début par le jeune étudiant. C'est pour être une violence plus rebelle délinquante, et le cafard inerte là, qui pourrait être plus la représentation de l'inertie, de l'immobilité dans lequel le jeune étudiant vit. Donc, vous voyez, c'est comme si en fait le cafard là qui subit la violence ou qui perturbe et tout, dans la première scène avec l'étudiant, ce serait le jeune délinquant, la représentation du jeune délinquant, et le cafard inerte qui bouge plus dans l'eau là un peu, ce serait la représentation du jeune étudiant chez le délinquant. Tu voyez ce que je veux dire, hein? On a l'idée du croisement. Je sais pas si j'arrive à être clair, j'ai du mal à être clair sur cette vidéo peut-être, mais parce que c'est un film qui va au-delà des mots. Il faut le ressentir aussi. Et après, il se passe pas il se passe pas grand-chose, il se passe des choses. Des petits moments donc de violence vite fait, mais contenus ou non. Et plusieurs choses qui sont passionnantes dans cette idée aussi. Moi, j'adore ce personnage principal de l'étudiant là, qui va se trouver donc une excuse pour sortir du cocon familial. Après tout, c'est une excuse qui vient de la mère, donc s'il doit être la réincarnation de l'enfant rebelle, enfin, en confrontation avec son père, il va se barrer, il va se sortir de cet enfermement. Mais il y a aussi cette idée que c'est un personnage qui ne parle pas. C'est-à-dire qu'à part quelques bribes de mots, je crois qu'il prononce même pas spécialement plusieurs phrases d'affilée, en tout cas dans le film. Et ça m'a frappé, surtout arrivé au bout. Alors ça veut dire que je ne suis pas retourné dans le film pour vérifier si en effet il avait prononcé des trucs plus... Voilà. Mais tu as l'impression qu'il ne parle jamais, il ne communique pas. Il y a un problème de communication avec les parents, mais en même temps on ne le voit jamais vraiment en relation avec d'autres personnes dans le film. Ah, si ce n'est un moment avec le responsable de son université, il veut abandonner les études, mais il parle pas. Il parle pas, il subit et il veut essayer de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il va presque suivre, hein, en mode stalker, oui, cet étudiant, mais ce rebelle, l'étudiant, il va suivre le rebelle, enfin, il va projeter quelque chose qu'il n'est pas, qu'il aimerait être. C'est même pas du désir masculin, il n'y a pas ça, même si on joue beaucoup sur les corps, c'est au-delà de ça, c'est cette idée d'avoir cette liberté qu'il n'a pas. Et c'est une fausse liberté, parce que l'autre, là, il y a pas, enfin, on le voit souvent dans son lit, un peu en perdition, à écouter ce qui se passe autour, à fantasmer sur des choses. Et d'ailleurs, plus on avance dans le film, et plus vous avez un montage parallèle alterné qui va presque les fusionner, où les deux sont dans leur lit, se réveillent, là, et sont dans le même hôtel à un moment. Bon, c'est passionnant, ça. Il y a quelque chose de très fort, c'est quasiment les mêmes personnages à un moment. Ils ont limite le même slip, enfin, presque, enfin, la même couleur en tout cas, et que tu vas presque à un moment... si tu te laisses un peu absorber par l'ambiance, presque les confondre, mais c'est pas les mêmes. Mais quand même, ils deviennent un peu les mêmes. Enfin, l'un essaye de devenir l'autre, et l'autre peut-être tombe plus dans une forme d'inertie que l'étudiant vivait au début. Et ça, c'est très bien. Voilà. Il
Après, peu importe, on n'attend pas spécialement à ce qu'ils se rendent compte, qu'ils interagissent vraiment, parce que l'interaction se fait à distance par projection. Ou non projection, mais l'autre, voilà. Et vraiment très bien. Et quelque part, il y a des relectures, alors c'est très, très ambiance Taïwan, voilà, c'est un peu paumé là-dedans. C'est une sorte de projection inversée et autre du cinéma de Wong Kar-wai à Hong Kong, parce que le cinéma de Wong Kar-wai à Hong Kong, il y a plus de pulsions, là c'est beaucoup plus évidé de certaines choses, mais on est encore sur une réflexion d'une jeunesse qui essaye de trouver sa place, avec quelques moments où on essaye d'avoir des interactions physiques quand même, sur certaines choses, mais il y a, voilà, et puis c'est vraiment, alors c'est-à-dire c'est un film qui est quasi silencieux aussi, il n'y a pas que le personnage principal qui parle peu ou pas, les autres, bon, ils vont parler pour négocier, pour des trucs comme ça, mais ça reste très bref, ça reste surtout quelque chose avec des présences physiques, et il y a la matière cinéma de notre cher Tsai Ming-liang, qui est passionnante à suivre et à ressentir. C'est un film vraiment qu'il faut pénétrer dans le film en fait. Ça peut, alors c'est le genre de film où beaucoup de gens peuvent rester à côté, en attendant des trucs qui ne viendront pas, ou en n'ayant pas spécialement de réponse, mais des réponses à quoi? D'ailleurs le film littéralement se termine sur des non-réponses, non-réponses téléphoniques, mais aussi sur une ouverture, et littéralement une ouverture de porte. J'en dis pas plus, enfin, porte entrouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément spécialement besoin de conclusion. Voilà, ça reste dans le suspens de ce qui est déjà suspendu dès le début. Et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose là, presque d'impalpable, mais le film rend palpable aussi par certaines scènes, certaines situations quand même. C'est difficile à expliquer. C'est un film qui, voilà, c'est très compliqué de poser une impression critique dessus, mais je vous conseille de le voir. Voilà, j'avais envie quand même de revenir à l'essence même, je veux dire oui surtout, mais à l'origine du cinéma de monsieur... j'ai du mal avec son nom, j'ai peur de l'écorcher. Tsai Ming-liang, voilà. Eh oui. Mais comme ça, je pourrais poursuivre après ce qu'il a fait avec Vive l'amour, notamment, dont on m'avait parlé, et qui reprend... les deux acteurs principaux y seront, mais dans d'autres rôles, mais l'un des deux aura le même nom. On peut toujours imaginer que c'est dans des univers alternatifs, ça c'est toujours intéressant. D'ailleurs, les deux acteurs aussi sont dans Goodbye Dragon Inn. Mais je crois pas qu'ils se croisent. Je me pose la question comme ça, parce que j'ai vu leur rôle dans ce film-là, mais je me souviens pas vraiment s'ils se croisent. Pas sûr. Peut-être ils se croisent vite fait dans le couloir, mais bon. Voilà, mais c'est ça aussi le cinéma, visiblement, de ce metteur en scène passionnant à suivre, qui remarque un mal-être donc de la jeunesse taïwanaise de l'époque. Un Taïwan associé à la Chine, mais pas vraiment, qui est en parallèle, qui est en rébellion, et encore de nos jours, enfin, il y a un côté là. Et c'est vrai qu'on le sent bien. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on sent très bien là. Et qu'on peut retrouver dans d'autres travaux de cinéma taïwanais, bien sûr, probablement, mais voilà. C'est un peu la nouvelle vague hein, que représentait Tsai Ming-liang à l'époque, déjà avec ce film-là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez-vous de ce film-là, si vous l'avez vu, si vous le situez plutôt bien dans la filmographie du monsieur, si vous en avez vu d'autres, hors Goodbye Dragon Inn. Il me tarde d'en voir d'autres, mais voilà, une petite moment posé là. Et c'est vrai que je fais cette vidéo vraiment en mode plus un peu ciné-critique que d'habitude, parce que là, en mode, j'ai pas vraiment pu me structurer quelque chose de précis en tête, ça se sent, ça s'entend, en plus c'est le matin encore. Mais je pense que c'est nécessaire pour un film comme ça, vraiment de balbutier des trucs et de laisser une porte ouverte, à vous aussi, en commentaire, et peut-être un jour quand je le reverrai. Voilà. Et donc, à vous la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.